son histoire. Pourquoi cet endroit, cette localisation? Mais surtout, il faut démontrer la valeur de l'offre. En quoi elle répond à un besoin client fort, bien identifié? Comment on prouve qu'il y a une demande suffisante? Et se démarquer de la concurrence? Oui, point essentiel. Quels sont les avantages concurrentiels? Qu'est-ce qui nous rendra meilleurs, différents et difficiles à copier durablement? Un coût plus faible, une qualité FUP, un service unique. Et enfin, un point souvent sous-estimé, la présentation des porteurs du projet, l'équipe. Ah oui, l'humain. Les investisseurs misent autant sur l'équipe que sur l'idée. Il faut valoriser la complémentarité des compétences, l'expérience, l'engagement, y compris financier personnel, ça compte, et la vision des fondateurs. D'accord. Après, le modèle économique, le guide préconise une analyse stratégique plus large. Là, on prend de la hauteur. C'est ça. D'abord, définir la mission de l'entreprise, son ADN, ses valeurs en quelque sorte, puis analyser l'environnement. L'externe d'abord, les grandes tendances économiques, technologiques, réglementaires qui impactent le secteur. Ensuite, une analyse fine de la demande, taille, croissance, attente des clients. Et de la concurrence. Qui sont-ils? Que font-ils bien ou mal? Et ça nous donne quoi? Ce regard extérieur y révèle les opportunités à saisir, les menaces à parer et surtout les facteurs clés de succès, les fameux FCS, c'est-à-dire les éléments qu'il faut absolument maîtriser pour réussir dans ce métier spécifique. Et après l'externe, on fait l'analyse interne, nos forces et nos faiblesses actuelles par rapport à ces FCS. Même si on demande un flatté. Oui, même au débarrage, il y a toujours des atouts, les compétences de l'équipe, une technologie peut-être, et des points faibles, la notoriété, le réseau. Et toute cette réflexion stratégique, ça doit logiquement aboutir à des choix concrets en matière de stratégie marketing? Exactement. C'est là qu'on explique comment on va concrètement gagner des clients et générer du chiffre d'affaires. Il faut définir la cible précise. Qui sont les clients qu'on vise en priorité? Le ciblage. Voilà. Quel positionnement on adopte pour être perçu comme la meilleure solution par cette cible? Comment on va se différencier de manière significative, crédible, sur le produit, le service, l'image, le prix? Et enfin, traduire tout ça en objectifs marketing clairs et mesurables. Quelle part de marché on vise? Quel volume de vente? Quel chiffre d'affaires? Une belle stratégie, c'est bien, mais il faut les moyens de ses ambitions. Le guide détaille ensuite les moyens d'exploitation. Comment on prouve qu'on a les épaules, là? Ben, c'est la partie comment on va faire concrètement. Elle couvre plusieurs aspects clés. D'abord, le plan d'action marketing, le fameux marketing mix, les 4 P revisités. Produit, prix, place, promotion. C'est ça. Quelle gamme de produits-services? Quelle politique de prix? Quels canaux de distribution? Et quelle force de vente? Quelle stratégie de communication? Budget, support, message. Ensuite, la dimension plus opérationnelle. Comment on gère l'approvisionnement, les stocks, si on produit quelque chose, quel processus de production, quelle politique qualité, puis les ressources humaines. Qui fait quoi? De quelles compétences on a besoin? Comment on attire et on retient les talents? Quelle organisation? Un petit organigramme, ça peut aider. Et enfin, le choix de la structure juridique. Entreprise individuelle, SARL, SAS et ça. Il faut justifier ce choix. Pourquoi cette forme est la plus adaptée au projet, aux besoins de financement, à la responsabilité qu'on veut avoir. On arrive au fameux chapitre financier, l'analyse financière. C'est souvent là que les regards se font les plus scrutateurs, non? C'est certain. Surtout ceux des banquiers et des investisseurs. Là, il faut prouver la viabilité économique et la rentabilité future. La base, c'est de collecter des données chiffrées réalistes. Quels sont les investissements nécessaires? Matériels, locaux, R&D, et comment ils seront amortis? Et comment on finance ça? Exactement. Comment on compte financer tout ça? Apport personnel en capital, subvention éventuelle, emprunt, et là, il faut préciser les conditions. Ensuite, les prévisions de vente, le chiffre d'affaires, mois par mois si possible pour la première année, en étant réaliste sur la montée en puissance, la saisonnalité aussi. Puis, estimer toutes les charges. Achats, loyer, salaire et charges sociales, marketing, impôts, taxes. Et bien distinguer ce qui est fixe de ce qui est variable. Une fois qu'on a toutes ces données rassemblées, on construit les tableaux prévisionnels, j'imagine. Oui, les 3 principaux, généralement, sur 3 ans minimum. Le compte de résultat prévisionnel. Il montre la performance attendue, produit moins charge égale résultat. C'est là qu'on calcule le seuil de rentabilité, le break-even point en anglais. C'est le niveau d'activité minimum pour ne pas perdre d'argent. Très important ça. Crucial. Ensuite, le bilan prévisionnel. Ça donne une image du patrimoine de l'entreprise à la fin de chaque année,
Ce qu'elle possède égale ce qu'elle doit, en gros. Et enfin, le plus critique au quotidien, le plan de trésorerie. Ah, la trésor? Oui, il suit les entrées et les sorties d'argent réelles mois par mois. C'est le tableau de bord vital pour s'assurer qu'on a toujours assez de liquidités pour payer les factures, les salaires. Et c'est souvent là que ça coince, non? Même si on est rentable sur le papier. C'est tout à fait ça. Une mauvaise gestion de la trésorerie, souvent liée à un besoin en fonds de roulement, le BFR, mal anticipé, c'est une cause majeure de faillite, même pour des boîtes rentables sur le papier. D'où l'intérêt de bien le calculer